mes jolies fraises. Vous avez vu ses yeux pétillants de bonheur quand elle vous a dégusté, ma Jeanne? C'est une petite gourmande, ma petite Jeanne. Vous lui avez chatouillé les papilles. Oh, tu m'as l'air bien appétissante. Allez, mes chères délicieuses, passez une bonne nuit et faites de doux rêves. Qui sait, ce sera peut-être un jour les douces mains de ma Jeanne qui viendront vous ramasser. Maman les a goûtées, ces fraises. Il paraît qu'elles sont super bonnes. Allez, on y va. Laissez-les arriver. Allez, viens. Tu crois qu'elles sont mûres? Elles sont pas bien rouges. Alors elles sont bonnes, les fraises? Qui vous a parlé de mes fraises? C'est maman. C'est ta maman. Savez-vous que ces fraises ont une histoire? Maintenant que vous y avez goûté, je vais vous la raconter. Asseyez-vous là. Et surtout, ne bougez pas d'ici, sinon... Je te l'avais dit. S'il va raconter ça à maman, on va avoir de sacrés problèmes. Goûtez celles-ci. Quand elles ont été cueillies la veille, elles sont encore plus parfumées. Savez-vous que les fraises que vous venez de manger étaient apportées jusqu'à la table des rois de France? Des potiers fabriqués pour les transporter de petits pots en terre, on appelait des vasettes. Ces pots servaient à les conserver. Il y avait des cueilleuses qu'on appelait des courtières qui remplissaient ces vasettes et qui les fermaient avec une feuille d'artichaut pour qu'elles conservent leur fraîcheur et leur parfum. Les fraises au parfum pénétrant, au goût particulier et à nul autre comparable, jetaient dès les premiers jours de mai leur cascade de rubis jusque sur les marchés des capitales de l'Europe. Ces quelques lignes des livres de Pierre Bell et de Laurent Germain, trouvés aux archives, sont l'un des derniers vestiges de l'histoire de la fraise valétoise. Il a été très difficile de retrouver ces derniers plans de fraisiers, malgré leur renommée et leur histoire. Le souvenir des récits de Victorin Roubaud, qui nous a malheureusement quittés avant qu'on puisse l'interviewer, les vasettes de M. Régnier, collectionneur valétois, amoureux de son patrimoine et de son village. Les quelques pieds de fraisier de M. Abellogno sauvaient in extremis des pelles des bulldozers qui ont construit la route devant chez lui. Ceux retrouvés dans le jardin de M. Ginestra, ainsi que les témoignages des anciens, sont la mémoire de cette histoire qui fit la renommée de ce village dont la farandole chante encore aujourd'hui les saveurs. Allez Louis, mets-toi là. Baudère, sucre ou pas sucre? Sucre? Non, non, sucre. Allez, là du raffia, la terre. Tu y es là? Lève la veste, non? Le raffia. Tu travailles là, on va te mettre la blouse, toi. Tu vas voir que ça te fera. Merci, Tu ne vas pas t'attirer comme ça.
Moi j'avais des fraises, je sais où. Non. Tu sais le parking à la Valette. Oui. Mais tout le carré du parking, là, c'était rien que des fraises. Ah bon? Qui c'est qui travaillait avec toi? Toute la famille? J'avais la femme et pour ramasser les fraises, on trouvait du monde. Ah ouais, d'accord. Marius, est-ce que tu as vu quelque chose, toi? Tu te rappelles quand il faisait la plantation? À ton époque? Oui, je me souviens. Et il les protégeait avec des canisses aussi. Il mettait des barres de bois et dessus il y avait les canisses qui déroulaient la nuit et qui roulaient le jour, comme les violettes. Comme les violettes. Il cultivait les fraises comme il cultivait les violettes. Bon, quand même, vous savez, on avait fait les transports de ces fraises, on les a fait dans toute la France, mais on les a fait avec des vasettes. Parce que c'est... Vous les avez vus ces vases, vous les connaissiez ces vasettes? Glaciaire, comme les bouteilles de vin rosé qu'on met dans des pots en terre, ça Ouais. garde la fraîcheur. Pour la fraise, c'était pareil. Voilà. Et on les mettait là-dedans. Ils recouvraient de feuilles, Des feuilles on les recouvrait avec des feuilles de... pas d'artichaut. Si, d'artichaut. Monsieur Félix, Pour garder la fraîcheur. c'est pour garder la fraîcheur, je peux vous le faire voir. Alors on mettait la fraise, on prenait le fraisier comme ça, c'était plein de petites fraises dedans, on arrivait, on l'attachait comme ça, et on tournait comme ça. 3 feuilles. Voilà. Et elle était attachée avec du raffia. C'était attaché avec du raffia. Et voilà. Mon père était gâtané, il nettoyait. Voilà. Et elle partait comme ça, et c'était les feuilles d'artichaut qui tenaient la fraîcheur dans le sol. Et il y a quelque chose encore en plus, c'est que dans les pots à fraises, dans les vasettes, disons, elles ne sont pas lisses dedans. Vous avez qu'à regarder, elles sont naturelles pour que la terre le respire toujours. Voilà. Ça, c'est très important, et c'est ça qui a fait conserver la fraise. Bon, alors, qui c'est qui peut raconter un peu les goûts là, de ces fraises? Elle n'était pas grosse, Ouais, mais c'est très pas parfumé. petite, Ouais. mais il y avait le problème qu'il suffisait d'enlever le pécoui et on mangeait la fraise comme elle était. On n'avait pas besoin de la couper, d'y lever des parties dures comme maintenant. Il y avait la fraise de berre, elle était grosse comme le pouce. Un bol de fraises à la maison, ça parfumait la cuisine. Odette, alors, dans le compte, comment vous avez fait pour pouvoir conserver vos fraises à la valette? Quand ils ont fait la route, hein, le carré de fraises qui gênait. Ah ouais. Et alors? Alors, il y avait le bonhomme que l'appelle, qui nous a... il me les a récupérés. Moi, je les ai pris, je les ai mis dans les Vous les avez sauvés? Allez-y, ouais, on peut te voir un peu. comme ça. Je les ai mis dans les boîtes. Ah ouais, d'accord. Et vous les avez sauvés comme ça? Voilà. Et cette année, j'ai refait pareil. Ah ouais, d'accord. Parce qu'à mesure, on fait des plats, on fait des plats. Qui c'est qui est allé un peu à la maraude? À la maraude des fraises, là. Allez, raconte-nous une maraude, hein. Oh, il n'y en avait pas beaucoup. Si, je suis allé, moi. Alors? Plus souvent à Marde des Je suis allé sous Fabre, là. Et je suis même allé chez son frère. Par le ruisseau, on sautait le mur. Puis on allait derrière la serve. On se cachait derrière la serve. Puis quand on voyait que personne ne regardait, ben on y allait, on prenait les vertes, on prenait tout, quoi. Et ouais. Et on mangeait tout. On mangeait tout. C'est vrai Même s'il y avait des melons, on prenait les melons, pas ça. Mais le melon, il était un peu vert, mais ça fait rien. On le mangeait quand même. Et le lendemain, ben, des fois, on n'allait pas à l'école. On avait des problèmes de digestion. Aujourd'hui, les villes sont devenues trop grandes, les jardins ont presque disparu. On n'a plus l'occasion d'y chaparder des fraises. La fraise, malgré sa fragilité, est devenue un produit industriel. Elle est cultivée sous serre, en toute saison, hors sol parfois, de moins en moins en plein champ. Les fruits et les légumes doivent maintenant supporter les voyages, le transport, le commerce. Ils sont soumis aux lois de la production. C'est la fraise d'Espagne qui fait la grosse consommation parce qu'elle arrive à une période où elle est pratiquement pas en concurrence avec aucun fruit. Alors que quand on arrive dans la fraise de pays, dès que la cerise arrive, l'impact de la fraise est moins important. Mais où est passée la fraise de la Valette? Ne la trouvant plus sur les marchés, nous nous sommes rendus au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes de Balandran. Le travail qui est effectué est intermédiaire entre la recherche fondamentale faite à l'Institut national de recherche agronomique et l'aide technique qu'offre la Chambre de l'agriculture aux producteurs. On y découvre une drôle de nurserie. C'est là que naissent les pieds mères des fraisiers qui produisent les fraises que vous trouvez sur les marchés.
Ces pieds-mères que le CTIFL fournit aux pépiniéristes donneront, après une ou deux multiplications, les plants qu'utilisent les agriculteurs. C'est également dans ce centre que de nouvelles techniques agricoles sont expérimentées. Nous avons été reçus par le responsable national d'expérimentation variétale qui dirige le laboratoire de culture in vitro. Quels sont les critères qui déterminent la sélection des variétés de fraises qui sont commercialisées aujourd'hui? On prend en compte dans les critères de choix et de description des variétés tout ce qui concerne l'aspect production, qui intéresse directement le producteur, à savoir rendement, calibre du fruit, rapidité de cueillette, etc. Les critères qui intéressent le négoce, c'est à savoir présentation, fermeté du fruit, pour avoir le moins de déchets possible au cours des transports. Et puis, on a pris également maintenant les critères qui intéressent le consommateur, à savoir la qualité gustative du fruit, donc teneur en sucre, acidité et arôme. À partir de 1988-89, il a été impossible aux agriculteurs français de faire face à la concurrence étrangère. L'Espagne a énormément développé sa production de fraises pour l'exportation, particulièrement compte tenu du coût de la main-d'œuvre bien moins cher que la main-d'œuvre française. Cependant, une fraise produite pour l'exportation reste une fraise dite de qualité standard. La France a donc orienté sa production vers un produit plus fragile, mais de meilleure qualité gustative, destiné au marché local. C'est aussi l'une des raisons qui ont mené les chercheurs à développer de nouvelles techniques de production, telles que la culture hors sol. Il y a, disons, 5 ou 6 ans, l'argument numéro 1, c'était que à partir de 2005, on ne pourra plus utiliser le bromure de méthyle, donc on ne pourrait plus revenir sur certaines parcelles compte tenu des problèmes sanitaires que l'on aurait dans le sol, et donc ça c'était un moyen de résoudre ce problème de désinfection des sols. Mais entre-temps, il y a un autre argument qui est arrivé, qui arrive en première position, c'est l'argument main-d'œuvre. Actuellement, les producteurs de fraises au sol n'arrivent pratiquement plus à trouver de la main-d'œuvre. Pourtant, si cette nouvelle cueillette est beaucoup moins pénible et que les cueilleuses qui auparavant ramassaient en plein champ n'ont plus que de vieux et douloureux souvenirs, la priorité du développement du hors-sol reste le souci de productivité, parce que le coût important de son installation est un problème à résoudre. Si, comme c'est le cas dans la région d'Arles, un producteur veut partir de rien et monter en totalité une installation hors sol sophistiquée, un peu comme ce que vous avez vu, là effectivement l'investissement peut être très important. Et pour le rentabiliser, il va falloir qu'il produise de la fraise toute l'année. Dans cette logique productiviste, la petite fraise de la Valette, malgré son histoire, aura bien du mal à trouver sa place. Tout au plus, elle restera une relique dans un conservatoire des anciennes variétés. Si toutefois le conservatoire en question ne disparaît pas, faute d'intérêts lucratifs et de moyens financiers. Pour M. Navatel, les règles de la standardisation ne permettront probablement pas de vendre cette petite fraise dans le système économique commercial actuel. Ce que recherche actuellement, d'une part le négoce, c'est une homogénéité dans la présentation du produit, et puis également vis-à-vis des normes de commercialisation, il faut que ça réponde aux normes qui ont été définies au niveau du ministère et même qui actuellement sont gérées par une directive européenne. Donc c'est des normes de calibre, c'est des normes de coloration, de défaut, absence de terre sur les fruits, etc. Donc il y a toute à la limite un petit cahier des charges à respecter pour que ce produit puisse être commercialisé sans que l'on ait des reproches ou des procès-verbaux, des fraudes. Et le goût dans tout ça? Est-il si important pour le consommateur d'avoir un produit homogène dans son assiette? N'est-ce pas plutôt pour faciliter l'industrie, le commerce, la production et les transports que cette standardisation a été mise en place? N'est-ce pas nos automatismes de consommation qu'il s'agirait de revoir pour retrouver une certaine liberté et notamment celle de pouvoir commercialiser cette petite fraise? Dans les Cévennes réside un agriculteur un peu particulier
qui, au-delà des fruits et légumes, cultive aussi les mots et les pensées. Au travers de ses livres, c'est le productivisme que Pierre Rabhi condamne et notre système économique qu'il remet en question. Le phénomène de la standardisation est venu, à mon avis, d'une pensée mécaniste. La pensée mécaniste, c'est la pensée de reproduire les mêmes prototypes, l'idée de prototype, de multiplication des prototypes. C'est-à-dire qu'on fait un prototype et le prototype sert à démultiplier. Donc la standardisation relève d'une pensée, justement, à mon avis, extrêmement industrielle. Les temps modernes de Charlie Chaplin décrivent bien, si vous voulez, cette standardisation. La publicité sait s'emparer, disons, de nos besoins de symboliser les choses pour nous imposer ce qu'elle a envie de vendre. Et donc c'est comme ça que, entre manipulation de l'imaginaire humain, manipulation concrète, agronomique, génétique, etc., on arrive finalement à nous transformer, à nous standardiser nous-mêmes, c'est-à-dire à nous adapter aux standards. On parle souvent, par exemple, de la pomme. Bon, la pomme, c'est un fruit qui s'est aussi multiplié dans une multitude de formes, selon les climats, selon l'altitude, même en montagne, donc quel que soit l'élément que l'on prend, le fruit ou le légume que l'on prend, on se rend compte qu'il est aussi impliqué dans cette diversité. Et qu'il y avait des diversités de pommes absolument extraordinaires. Alors du coup, la règle du marché, du profit, etc., ne jure que par la Golden, la Star King ou quelques espèces comme ça. Enfin, c'est presque un exemple bateau parce que c'est assez connu. Et à ce moment-là, donc, cette restriction fait que on tourne le dos, on néglige les espèces qui sont parfois extrêmement adaptés à leur milieu, qui ne nécessitent pratiquement pas de traitement parce que quand un arbre est bien là où il est, il se porte bien. À l'origine, la planète Terre était une planète extrêmement diversifiée. À cette diversité naturelle, les êtres humains se sont adaptés, parce qu'il fallait bien que là où ils naissaient, là où ils existaient, qu'ils tirent parti des ressources que la nature leur offrait. C'est avec les matériaux qu'ils avaient qu'ils construisaient leur maison, qu'ils se nourrissaient, donc il n'y avait pas de transport, ils ne faisaient pas venir des choses en avion, ils étaient bien obligés de tirer parti des ressources locales. Entre l'Esquimau, qui est à l'extrême froid, disons à l'extrême du froid, et le bédouin qui peut être à l'extrême du chaud, eh bien, chaque peuple, il y a des nuances à l'infini. Et chaque peuple a, en quelque sorte, adapté sa vie en conformité avec ce que la nature lui offrait. Ce qui fait que les cultures qui sont nées de cette adaptation, ce qu'on appelle la culture, eh bien, ont été aussi variées que la nature était variée. Et de là même, ça va vers la culture la plus abstraite, c'est-à-dire qu'on chante son terroir, on chante le bien, ça inspire la poésie, ça inspire la musique, ça inspire tout. Et c'est comme ça que la planète Terre était une merveille de cultures multiples et de multiplicité de cultures. Et donc la biodiversité naturelle, eh bien, influençait la biodiversité culturelle. Culture, le mot est lâché. La fraise de la Valette a occupé une place importante dans la culture de ce terroir, ce qui exhale un parfum de souvenir chez une enfant du village aujourd'hui déléguée aux affaires culturelles et au patrimoine, en débat avec un agriculteur, un spécialiste de la fraise et deux cuisiniers. J'avais me souvenir d'une fraise qui n'était pas vraiment rouge, comme si elles n'avaient pas vraiment été mûres.
esthétiquement, elles ne sont pas très jolies. Hein. Elles sont toutes. Je me souvenais de ça aussi, de fruits complètement discordus. Il n'y en a aucune qui a la même forme. Et après, le goût, bon, j'ai craqué. Hein. J'ai goûté. C'est vrai que ça évoque plein de choses et mon souvenir était à peu près exact par rapport à ce que j'ai retrouvé ce matin. Moi, j'ai jamais eu le souvenir de ça, petit. Piquer des fraises comme ça dans les jardins. Et c'est vrai qu'actuellement, il n'y en a plus. On comprend que ces fraises-là aient disparu par rapport à celles-là, sur le plan économique, quand on sait qu'il faut exactement le même temps pour ramasser une fraise comme ça que pour aller ramasser une petite. Il y aurait peut-être la possibilité de redéployer des variétés comme la fraise de la Valette ou des variétés locales qui ont un intérêt autre que l'intérêt économique, quoi. Uniquement pour assurer au moins leur maintien, leur existence pour les générations futures, parce que bon, c'est vrai qu'on a eu déjà du mal à constituer cette petite assiette, et ça veut dire que peut-être que dans peu de temps, elle aura complètement disparu. Donc pour moi aujourd'hui, c'est bien le patrimoine de ma commune que je suis en train de défendre ou dont je suis en train de parler. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment du patrimoine et c'est profondément culturel. Dans votre demande, il y a deux choses. Il y a d'une part, conserver des vieilles variétés. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, essayer de la rentabiliser entre guillemets. La fraise, que ce soit entre les sélectionneurs, les pépiniéristes, les producteurs, j'allais dire un peu comme pour la vigne, c'est une même famille. On se connaît tous, et donc il a été décidé, mais je vous dis à titre officieux, entre chercheurs européens, d'essayer de conserver ces vieilles variétés. Il n'y a pas de financement soit européen, soit national, donc c'est sur fonds propres de chaque laboratoire. Donc on fait ce choix. Alors c'est un travail qui consiste à récupérer la variété que l'on veut sauver, de l'observer, la décrire, voir si dans les descriptions que l'on trouve dans les vieux bouquins, ça correspond effectivement au nom de la variété, parce que très souvent, la même variété a plusieurs noms en fonction des lieux où elle a été cultivée. La fraise de la Valette, je suis à peu près sûr que c'est ce qu'on appelle la belle de mai. Allez, donc goûtez. Ça, c'est un petit peu les extraits d'aujourd'hui. Alors, on va goûter religieusement. Monsieur me répète des doigts. En plein travail, là. Très acide, pâteuse, manque de jutosité, un peu d'arôme. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'aime bien cette texture, quoi. Elle est particulière par rapport aux autres. Je dirais pas pâteuse, je dirais fondante. Moi, je dirais que elle me rappelle la pêche. C'est-à-dire que en début de saison, quand on mange des pêches pas tout à fait mûres, un petit peu d'acidité, ça me rappelle un peu cette saveur. Effectivement, il y a une acidité qui ressort. Pour la texture, je la trouve assez agréable, surtout si on voulait faire une petite purée de pêche, de fraises, pardon. Ça pourrait être intéressant. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'acidité qu'elle peut développer peut être très très intéressante au niveau de la cuisine. Et c'est ça ce qui va m'intéresser dans cette fraise-là. Si on me l'emmène sur un plan de travail dans ma cuisine, c'est que justement elle va amener un autre goût, une autre texture, plus ou moins intéressante que d'autres, mais elle va obliger mes habitudes de cuisinier à changer ou à évoluer ou à faire une recherche pour la mettre en valeur encore plus. Elle a quelque chose de particulier par rapport aux autres, plutôt standardisé, quoi. Donc déjà c'est un excitant pour la création. Et puis ouais, comme disait Patricia, c'est ce que nous on cherche en cuisine. Alors si les cuisiniers sont à la recherche de ces produits en voie de disparition pour nourrir leur créativité, si les goûts se discutent et que l'acidité de cette fraise, faute de convenir à tout le monde, plaît à certains, si elle représente un patrimoine culturel à défendre, n'y aurait-il pas suffisamment de bonnes raisons pour qu'un agriculteur accepte de la produire ?
Dans la nature, il y a la biodiversité, et parmi les êtres humains, tous ceux qu'on rencontre, il n'y en a pas deux qui sont identiques. Et la nature, elle est faite comme ça, quoi. Donc la richesse, elle est plutôt de ce côté-là. Donc à nous, à trouver des modes de commercialisation qui permettent de mettre en valeur ce système naturel et pas le système contre nature qui est plutôt la standardisation et qui aboutit vraiment, c'est vrai, à des risques sur la société, voire planétaires, par rapport à l'écologie, l'environnement, etc. Denise et Daniel Vuillon ont instauré aux Olivades un système de commercialisation qui pourrait bien répondre aux exigences de la petite fraise. L'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne est un système économique de proximité. Il s'agit d'un contrat directement établi entre un groupe de consommateurs et un agriculteur. L'agriculteur s'engage à produire des fruits et légumes variés, sans utiliser de pesticides ou engrais chimiques. Les produits ne suivent pas le circuit de la grande distribution et ne sont pas soumis aux règles de la standardisation, notamment celle des calibres, auxquelles la fraise de La Valette n'aurait jamais pu répondre. Ils sont cueillis à maturité pour pouvoir les apprécier au meilleur de leur qualité gustative. Les consommateurs s'associent pour acheter à l'avance l'ensemble de la production pour une période de 6 mois. L'agriculteur met à leur disposition directement sur le lieu de production la récolte ramassée et partagée le jour même. Les produits évitent ainsi les contraintes du transport et les soucis de la conservation. Là encore, le système répond bien aux besoins de produits aussi périssables que des fruits et des légumes. Aujourd'hui, en région PACA, plus d'une quarantaine d'AMAP ont vu le jour. Il se pourrait bien que ces nouvelles exploitations agricoles, au travers de leur méthode de travail, contribuent à la préservation de la biodiversité, en cultivant certaines variétés dont la qualité principale ne serait pas forcément la productivité.